Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la petite correction qui s'est mise en place depuis hier. À quel moment ça peut s'arrêter, avec vraiment des bornes assez précises pour soit rentrer longue, soit sortir de vos shorts. Et puis, on va également parler d'un discours de Powell qui doit avoir lieu dans la journée. Deux, trois petites choses au niveau également du Big Beautiful Bill de Donald Trump et des éventuels ETF qui sont en train de se dessiner du côté de Ripple et de Solana. Si on a le temps, on fera une petite analyse de Ripple aussi, une petite analyse graphique. On va voir si on déborde pas trop sur le timing. Allez, c'est parti pour l'intro. Alors, BTC, je suis directement venu sur le 15 minutes. Vous comprenez que actuellement, si moi je devais avoir deux boîtes de liquidité dans le scope à regarder, ça serait celle-ci et celle-ci, d'accord? Celle qui est au-dessus de 110 et celle qui est en dessous de 105. Je disais hier que je pensais qu'on se dirigeait quelque part entre 103 et 105 et je reste un petit peu dans cette idée-là. La question étant, est-ce que cette boîte de liquidité se défend ou alors est-ce qu'on la traverse? Je pense plutôt qu'on va la traverser, donc j'opterai plus comme ça en regardant la structure pour quelque chose de cet ordre-là. Et ensuite on casse cette distribution là pour venir chercher au-delà de 110. C'est le délire que je vois bien se profiler, se mettre en place à ce stade. Maintenant vous comprenez, quand on regarde les petites structures, il y a toujours un intérêt à venir faire un petit tour sous la structure ici, hein, quand on voit les choses un petit peu comme ça, ou à rebondir sur le support. Donc il reste possible que 106 500 rebondisse. Personnellement, j'y crois pas trop. Je pense qu'on ira faire un petit tour en dessous. Et vous comprenez que moi, ce que je vise, c'est même carrément de venir faire un petit tour sous cette correction-là, parce que c'était un endroit où on avait eu pas mal de longueurs rentrées et que on peut, avant de faire un mouvement plus haussier, donc aller chercher de la vente dans les 110, éventuellement chercher de l'achat dans les liquidités et les liquidations longues du moment, les liquidations longues du moment. Je rappelle que quand vous liquidez un long, vous faites un acte de vente forcée, ce qui peut intéresser des grosses institutions qui ont envie d'acheter énormément de contrats d'un coup et qui donc du coup viennent faire de l'achat dans ces boîtes-là, histoire d'avoir beaucoup d'achats sur une zone, mais sans avoir de slippage, sans avoir un prix qui dégringole complètement, parce que sinon vous avez un slippage qui est trop important et du coup c'est beaucoup moins intéressant. Voilà un peu l'idée du moment. On a bien vu que ce niveau-là a fait son boulot, ça c'est propre par rapport à la vidéo d'hier. On avait dit c'est plutôt une zone de rejet puisqu'on a quelque chose de horizontal et quelque chose de oblique qui devrait faire le boulot de jouer la situation de rejet. C'est typiquement ce qu'on a eu pour le moment, donc c'est plutôt propre de ce côté-là. Maintenant, il faut bien comprendre que 106 500 reste quand même d'une certaine manière un petit peu le point de contrôle. Il est légèrement en dessous, il est plutôt à 105 000 et quelques. Le point de contrôle, ça veut dire l'endroit où il y a eu le plus de business. Maintenant, vous voyez que c'est assez diffus, c'est-à-dire qu'on a cette barre rouge, là, effectivement, qui nous donne un point de contrôle très précis, qui est celui-ci, mais vous voyez que toute la zone ici est intéressante. Donc, en soi, traverser ça... Alors, soit on rebondit direct dessus, et ça, du coup, c'est 105, soit on le traverse littéralement, et là, pour le coup, pour moi, je mettrai les choses sur un endroit qu'on a pas mal évoqué jusque-là, en l'occurrence ici, 103 942, même si je suis pas contre une déviation jusqu'à 103 314, hein. Pour le coup, c'est précis, mais voilà un peu l'idée, revenir visiter soit cette vallée-là, d'accord, mais pas beaucoup plus loin. J'ai pense pas vraiment, enfin en tout cas c'est un avis, hein, ça reste un avis, qu'on ait besoin d'aller beaucoup plus bas. Voilà, 102 500, j'y crois moins que le reste, c'est-à-dire pour le coup, excusez-moi, mais vous comprenez que ça nous donnerait cette vallée-là, ici, d'accord. Une vallée doit protéger le reste du mouvement. Comprenez que c'est, quand on dit ça, c'est un schéma mental qui dit si je veux rester dans une tendance haussière, bien sûr que chaque creux doit protéger le creux suivant. Et la question étant, là vous comprenez qu'on est sur le creux le plus greedy pour rester dans une tendance haussière. On parle de cette tendance-là, hein, vous l'aurez bien compris. Ici, si on vient chercher quelque chose dans ces eaux-là et que cette vallée est celle qui supporte le mouvement, vous comprenez qu'ici que cette idée, une vallée doit protéger la vallée suivante, elle est tout simplement en train de dire, si la séquence haussière doit tenir, ça doit se faire soit sur une vallée frontside, vallée ici frontside, soit sur une vallée backside, et vous voyez ici que ça correspond également à la plus petite vallée frontside. Donc vous avez toujours cette idée de une entrée extrêmement avare, extrêmement greedy, ou alors une entrée extrêmement early. Une entrée extrêmement avare peut être plus importante, une entrée extrêmement early doit être ponctuée d'une certaine
mesure d'une certaine, doit être minutieusement dosée quant à la taille de position qu'elle apporte, puisqu'elle est entre guillemets moins professionnelle qu'une entrée qui est beaucoup plus avare, hein. Ici on pourrait même dire l'entrée la plus avare, c'est celle qui continue à respecter la tendance baissière qui est celle-ci, c'est-à-dire elle est carrément non pas dans la vallée mais carrément en dessous, hein. Elle est plutôt même par ici, d'accord. Ça c'est une entrée qui est relativement greedy et pour le coup la position peut être plus importante parce qu'elle est entre guillemets plus professionnelle et qu'elle respecte la tendance supérieure. Également, une entrée, là-dedans, doit être dérisquée tout simplement à la continuation de la tendance haussière, c'est-à-dire sur ce sommet-là, à ce sommet-là, je parle ici, je donne un exemple, hein, mais d'une entrée par exemple dans les 103, elle doit respecter la tendance supérieure, ok. Donc elle doit prendre ses profits ici, ou là, d'accord, ou sur la trend, ok. C'est pas prendre tous ses profits, mais elle doit se dérisquer d'elle-même, d'accord. Donc en tout cas, ça doit être une position qui devient gratuite à partir du moment où on ne joue pas l'UT supérieur. En revanche, venir jouer sous la structure, venir jouer, respecter l'UT que je qualifierais ici de 4 heures ou de daily, hein, tout dépend un peu comment vous voyez ici vos TF, mais respecter la structure daily qui elle-même est baissière, correspond bien évidemment à pouvoir faire une entrée qui correspond à une UT supérieure, ok. Donc à l'inverse, même chose, si je respecte ici, là, j'ai une certaine partie de mes profits à prendre là. La position, elle doit être littéralement gratuite ici, et j'irai même un petit peu avant, hein, en l'occurrence ici, plutôt sur le point de contrôle. C'est déjà un très beau trade, hein, 100 vers 105, pardon. Et derrière, c'est le runner qui va donner la perf, ce que vous allez chercher à 120, 130, etc. avec un runner qui lui-même est, entre guillemets, une position gratuite, hein, d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, on a fait un petit peu de temps sur BTC, pas de souci. On va voir Ethereum rapidement. Ether contre Bitcoin, on est toujours en train de taper au plafond là, et on se fait rejeter à chaque fois pour le moment. Peut-être un triangle rectangle, si on arrive à péter ici, ça devrait théoriquement nous donner un swing, c'est-à-dire tout simplement, théoriquement encore une fois, entre guillemets, un mouvement qui permet de faire, on va le prendre ici, hop, jusque là, tac, une balançoire qui nous emmènerait à 0,25 qui est un petit peu la résistance du moment. Je ne serais pas contre au sens où il y aurait quand même vachement, je trouve, cette idée de venir toucher la traîne. Pour le moment, on ne l'a pas fait, d'accord. Ici, venir toucher la traîne, c'est quelque chose qui est relativement intéressant. Et là, pour le coup, il faudra faire attention parce qu'on aura la même chose que ce qu'on avait hier. Quelque chose d'horizontal, quelque chose d'oblique, un potentiel rejet pour éventuellement revenir ressourcer sous la structure. 2453 en ce qui concerne Ether contre le dollar. Pour le coup, ici vous avez deux choses. Vous avez une première trend qui est assez agressive, plutôt péchue, depuis les 2000 $ jusqu'aux 2500. Et vous avez derrière une montée qui se larve un petit peu. J'aurais tendance à dire que si jamais on vient perdre ça, on viendra forcément ici, 2385 voire 2003. Et on voit qu'il y a de la liquidité au niveau des 2003 sur Ethereum, tout simplement parce qu'on a, on s'est un peu touché la nouille dans cette zone. On s'est déplacé en crabe, et donc du coup on a construit une zone de liquidité, une boîte de liquidité qui se trouve là. Ne serait-ce même sans regarder iBlock, sans regarder rien, théoriquement quand vous voyez un range, quand vous voyez comme ça, enfin en tout cas un endroit, vous voyez bien qu'on est dans une boîte, hein, ici entre ça et ça. On s'est baladé en crabe. Désormais, on est en train de se balader en crabe entre ça et ça. Donc le truc le plus probable, c'est quand même de venir bouffer la liquidité qu'il y a sous le range et ensuite de pouvoir en sortir. A priori, on a ça qui est impulsif, on a ça qui est correctif, le range. On pourrait s'attendre à une impulsion supplémentaire à minima jusqu'à 2007 et pourquoi pas une reprise haussière. Maintenant, il va falloir qu'il se maintienne et à ce stade, en tout cas court terme, je viserai plus une revisite de sous 2003 pour ressourcer un petit peu, récupérer de l'achat, hein, comme je vous l'ai dit, dans les liquidations forcées des longueurs, il y a de la vente forcée qui peut filer les contrats qui peuvent intéresser un petit paquet de monde. Alors là, on a un truc un petit peu intéressant, je dirais, sur l'altcoin dominance, hein, vous comprenez que c'est ce qu'on regarde là actuellement. Bon, c'est qu'à moyen terme et ou court terme, j'ai une tendance 1 heure qui commence à poser peut-être un bottom, d'accord, ça c'est intéressant, et j'ai une cassure aussi de cette distribution là intermédiaire qui jusque là avait rejeté quand même pas trop mal de fois. On va dire que la pente était relativement propre, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et là on arrive à passer au travers. Donc peut-être
deux possibilités dans ce cadre-là. Soit j'ai poussé, je vais corriger en crabe, même chose, ici, même délire, pour repousser à nouveau, d'accord? Donc continuation de la tendance baissière. Faut voir que, donc un petit peu sur le principe de ça, c'est typiquement, là, j'ai poussé, même on va dire la correction elle est là. J'ai poussé, je me suis baladé en crabe pendant un moment et je continue ma poussée. Maintenant, il y a un moment donné où ce genre de choses s'arrête. Et assez souvent, sur une petite UT, le 1 heure, le 15 minutes, vous trouvez des doubles bottoms comme ça qui représentent et une cassure de distribution qui représente tout simplement le fait que la tendance s'inverse. Il y aura une inversion de tendance que quand on aura redépassé les 22% de dominance, ça donne énormément de place. 3% de dominance sur les alts. Il faut comprendre que ça correspond à 10% de la dominance qu'on a déjà, vous voyez qu'on est à 19 là, donc plus 2%, 2-3%, entre guillemets, 10 ou 15%. Donc ça veut dire que la market cap de toutes vos alts augmente à minima, on va dire, d'une vingtaine de pourcents. Donc si vous choisissez bien vos alts, ne serait-ce que sur ce move-là, vous allez avoir des alts qui vont faire x2, plus 100%. Vous en avez qui vont faire plus 20. Vous en avez qui vont faire plus 100 et vous en avez qui vont faire 0 ou moins, d'accord? Donc voilà, mais si vous choisissez bien vos endroits ici, c'est peut-être une zone où ça commence à éventuellement devenir intéressant. Maintenant, il faut comprendre que les alts, le problème que j'ai, moi, c'est si on reteste là et qu'on rejette là, d'accord? À 20% ici, si là on rejette, j'aime pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on avait cette grosse distrib ici, là, qui tenait depuis un moment et qu'on est en train de la perdre. Donc ça, c'est le risque. Maintenant, pour moi, le fondamental s'aligne plutôt bien avec une baisse des taux. En tout cas, c'est ce qu'on peut sentir. Et aujourd'hui, il y aura effectivement un discours de Powell. On va d'ailleurs, pour le coup, ripper sur le fondamental. Alors, la chaîne collabore avec BingX. Avec le code CryptoSignalFR, vous pouvez aller vous ouvrir un compte BingX si le cœur vous en dit. BingX va lancer le trading action également. J'ai une news par rapport à ça vis-à-vis de Kraken et d'autres exchanges. Et sur BingX, vous pouvez aussi faire du Forex et de l'or. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. En ce moment, énormément de rewards. Je répète, vraiment énormément de rewards du côté de BingX. C'est pour ça que je signe directement avec eux. Si jamais également vous voulez et que vous avez ouvert avec le code CryptoSignalFR un compte sur BingX, envoyez-moi votre UID par message UID, donc c'est votre petit numéro. Je connaîtrai pas votre nom, je connaîtrai rien, ne vous inquiétez pas, c'est totalement anonyme. Vous m'envoyez ça par message sur Twitter ou via le Discord de la chaîne dont le lien est en description de la vidéo. Et je peux vous avoir encore plus. Là, normalement, c'est moins 15%, moins 20% sur vos frais de trading. Je peux vous avoir des encore meilleures conditions. Pour le coup, on va jusqu'à ce qu'ils disent OK, je vais leur balancer les UID. Donc voilà, si vous ouvrez un compte sur BingX, il y a moyen d'avoir du VIP One, il y a moyen d'avoir vraiment des frais de transaction qui sont très petits si vous m'envoyez votre UID par message. Et je rappelle que de notre côté, tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants ayant eu des problèmes de cœur à la naissance, cardiopathie, qui les opère en France, les fait venir dans les familles d'accueil, grâce à Aviation Sans Frontières, les fait venir avec un billet gratuit, familles d'accueil qui prennent tout à leurs frais. Et du coup, ça permet pour à peine 12 000 € d'opérer un enfant, donc potentiellement de sauver une vie, ou en tout cas de la rendre meilleure. Et c'est ce qu'on fait tous les ans. Donc tous les ans, on sauve un gamin pour, là, en l'occurrence, cette année, c'était Khalifa. Qu'on salue au passage, même s'il ne regarde pas la vidéo, sans doute. Derrière, j'ai retweeté pas mal de trucs par rapport à hier. Petite tension peut-être entre Donald et Elon Musk, vu que Trump a taclé Elon Musk sur un tweet. Allez voir si ça vous intéresse. Il a bien taclé sur les véhicules électriques. Derrière, le Connecticut qui dit non, on ne fera pas une state reserve de Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt une moins bonne nouvelle. Vous le voyez ici, ça banne complètement les investissements en crypto. En tout cas, c'est pas du tout pour ce gouverneur-là, en l'occurrence, que ça se passera. Les ETF sur Solana, Ripple et Litecoin qui ont 95% de chances de se mettre en place, d'où la performance correcte de Solana et XRP dernièrement. Et puis 90% pour Cardano, Avalanche, etc. 60% pour l'ETF SUI et TRX et Pengu qui serait, donc Tron et Pengu qui seraient à 50%. Je pense que tous vont passer personnellement maintenant, parce que s'il y a de la demande, il y a de l'ETF en général. En ce moment, la SEC est plutôt volontaire.
Moi, ce que je veux et ce que je veux, c'est que on ait des ETF in-kind sur toutes ces cryptos-là, y compris sur BTC et Ethereum, alors qu'en ce moment, on est plutôt sur un truc en cash. Ça permet de manipuler, c'est pas génial. Les bitcoins s'achètent OTC. Je préférais vraiment que de mon côté, ça serait extrêmement boule si jamais la SEC passait ce truc d'avoir des ETF in-kind. Vous voyez qu'il y a pas mal d'ETF qui sont en ce moment dans le scope. Du côté de Grayscale, Franklin, bien sûr, j'allais dire Bitwise, BlackRock, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour les altcoins. Et voilà. Ici, une analyse de Fineco. Je connais pas, mais pour le coup, je suis tombé sur ce tweet qui est plutôt intéressant sur les relations en ce moment entre Jérôme Powell et Donald Trump, qui ressemblent assez fort aux relations entre Nixon et Burns à l'époque. Nixon, à l'époque, avait mis une grosse pression sur Burns pour être réélu et que les taux soient diminués. Je pense pas que Powell cède à ce type de pression pour le moment. Je pense que Powell va se faire virer en 2026, mais qu'il ne cédera pas pour le moment. En tout cas, il n'a pas l'air de vouloir le faire. Et il veut peut-être pas devenir le Burns de cette époque-là, puisque derrière, Burns avait finalement accepté par rapport à Nixon. Nixon, effectivement, avait eu son élection et avait eu sa baisse de chômage et avait eu sa reprise économique. Mais derrière, ça avait donné des années de stagflation. Et puis, l'arrivée des stagflations, donc du coup, avec une inflation qui reste et une croissance économique un peu morne. Mais surtout, ça avait donné après, ensuite, ça on le sait, tout ce qui est choc pétrolier, etc. Et puis, je pense, je vais faire un sujet d'ailleurs sur les deux chocs pétroliers. En ce moment, je suis pas mal en train de me documenter un peu sur l'historique de ces choses-là, et ça serait super intéressant de voir comment le pétrole est passé de 2 dollars à 11 dollars, et puis de 11 dollars à 30 dollars, au travers des deux divers chocs pétroliers. x5 sur le premier, et ensuite j'ai dit de 3 dollars à 11 dollars. 11 dollars à 30 dollars x 3 sur le deuxième, en raison de tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui ressemblent un petit peu quand même à ce qu'on est en train de voir en ce moment, en tout cas du côté d'Israël, etc. On voit en ce moment d'une certaine manière, et j'ai beaucoup parlé des cartels du pétrole dernièrement, un oligopole avec entente. Quelques vendeurs, c'est pas un monopole, mais on a quelques vendeurs, mais le problème c'est qu'ils se sont entendus un petit peu entre eux, et peut-être que ce qu'on avait eu un petit peu quand même en 73-78, où certes, le français payait son pétrole, à l'époque en 73 c'était 1 franc du litre, et on est passé à 2 francs et plus, mais où Total se gavait en même temps, la compagnie française du pétrole, à l'époque je crois que c'était comme ça que ça s'appelait Total, en 73, était en train de se gaver littéralement, et du coup, au niveau des cartels, ça posait pas trop de problèmes. Ça posait des problèmes d'indépendance, ça posait des problèmes de chômage, ça posait des problèmes de crise économique, mais au niveau des cartels en soi, au niveau de cet oligopole avec entente, ça n'a posé aucun problème. J'ai un peu dérivé là, mais vous comprenez un peu l'idée. Sur Kraken, et je crois que c'est dispo aussi sur d'autres... c'est pas que sur Kraken, je me demande si c'est pas sur Binance également, ou sur... on commence à pouvoir, grâce à XStockSfy, faire du token equities, tokenized equities, c'est-à-dire tout simplement vous pouvez avoir du token Tesla qui fonctionne jour et nuit, et du token Nvidia, et vous pouvez trader les stocks désormais sur Kraken, et il me semble que le deuxième c'est Binance, je suis pas tout à fait sûr, mais il me semble, ça va probablement StockXFi booster la DeFi, cette histoire, c'est une très bonne chose, et ça se passe pas que sur Solana, ça va se passer sur également Ethereum, mais également, il y a cette possibilité que et ça va très certainement, parce que c'est un gros avantage concurrentiel, se mettre en place sur la totalité des plateformes. Il y a assez peu de chances que beaucoup de plateformes passent à côté. Donc du coup, je pense que ça sera le cas sur les Bluffin, qui est partenaire de la chaîne également, Qcoin et compagnie. Pour le moment, on est sur des zones d'essai. Et ça a l'air de plutôt pas mal marcher, donc j'irai tester et je vous dirai ce qu'il en est. N'hésitez pas également à venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne, à aller voir sur ce petit lien là toutes les possibilités de abonnement, soutien, etc. Mais également en description de la chaîne, où vous avez pas mal de choses, des goodies, des bouquins, des choses comme ça. Voilà, si ça vous intéresse, encore une fois, de soutenir la chaîne qui, je le rappelle, a une dimension philanthropique. On est ici, Amazon, qui aurait plus de robots que d'humains dans ses warehouses.
Oui, alors c'est tout à fait dans le ton hein, un peu de ce qui se passe en ce moment. Et en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Le robot peut augmenter la productivité, c'est-à-dire qu'avec un humain. Et on a en ce moment un problème de démographie hein, dans le monde. Et l'intelligence artificielle, tout comme les robots, peuvent en partie régler ce problème de démographie. C'est-à-dire qu'on peut faire face à une croissance. En fait, vous avez deux moyens d'augmenter la croissance. Alors, on parle d'une croissance numéraire. On ne parle pas d'être heureux dans votre pays, hein, c'est pas la question ici. On parle simplement d'une croissance numéraire, c'est-à-dire avoir plus d'argent, qu'un pays déclenche plus d'argent. Vous avez trois manières de le faire. Avoir plus d'inflation, c'est plus ou moins ce qu'on a fait ces derniers temps. C'est-à-dire que finalement, votre pouvoir d'achat reste le même. Vous avez l'impression que la croissance augmente, mais en fait, c'est juste de l'inflation. Puisque, ben, vous l'aurez compris, ici, ben, comment dire, la croissance s'exprimait en dollars ou en francs, mais certainement pas en francs constants, enfin en francs en euros. Quand je dis en francs, vous m'avez compris, par rapport à la France. Derrière, augmenter la démographie, plus de gens égale plus de consommateurs, égale plus de thunes, égale plus de producteurs, également égale plus de thunes. Ou augmenter la productivité. Une personne produit plus en termes, donc avec ça me coûte 1000 $ de payer quelqu'un et derrière cette personne m'en rapporte 3, 4000, 5000. La productivité augmente et les robots peuvent faire augmenter la productivité d'un être humain. C'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi, en tout cas de la manière dont je le vois. Le Big Beautiful Bill de Trump, Sénat qui débat d'un paradis fiscal pour les cryptos aux USA. Oui, c'est une proposition de Cynthia Lummis. Qui a dit bah viens on fait exemption d'une bonne partie des taxes sur la crypto, chaque achat de 300 $ serait complètement exempté de taxes dans la limite de 5000 $ par an, etc., etc., etc. Et puis bien sûr pour les entreprises cette possibilité de venir s'installer et d'avoir bien sûr des allègements fiscaux. Donc voilà hein, c'est un peu l'idée également de l'élection de Trump. Donc voilà, Smarter Web Company qui visiblement a une stratégie qui se rapproche de celle de Metaplanet et de stratégie XRP, Positive Money Rate. Le Ripple et Dodge et Tron qui visiblement ont pas mal poussé dernièrement. Positive Money Rate, c'est pas forcément une très bonne chose. Et effectivement, on entame le trimestre qui, généralement, sur Bitcoin, est plutôt faible, même si j'y crois pas trop cette année, mais ça reste possible qu'on se balade en crabe également, hein, pendant un certain moment. Personnellement, je n'y crois pas trop encore une fois cette année, mais j'ai pu me tromper dans le passé, bien évidemment. Ici, on reparle encore une fois de close crypto sur le Big Beautiful Bill, qui a été posé par Dodo, on va l'appeler comme ça. La Banque centrale qui dit qu'une fois que l'euro aura dépassé les 1,20$, ça risque d'être compliqué. Dollar en ce moment qui pâtit un petit peu de cette non-confiance hein, entre Powell et Trump, bien évidemment. Vous l'aurez compris, un petit manque de confiance de ce côté-là. Et aujourd'hui, 15h30, il y aura un discours de Powell. J'avais dit hier, je vais vous dire où ça se passe ce discours, etc. Ça se passe bien sûr à la... Vous l'aurez... depuis, vous aurez fait les recherches. Je sais que vous êtes sur cette chaîne extrêmement précis et extrêmement intelligent. On n'est pas sur une chaîne ici comment dire, de gens qui se touchent la nouille. On est sur une chaîne vraiment sérieuse. Et en l'occurrence, ici, ça sera bien sûr à la Banque Centrale Européenne. En général, il vient pas, il fait une visio. Il est possible qu'il soit là hein, quand même, cette fois-ci. Mais en général, il fait plutôt une visio. On verra. Live webstream, ouais. Power will be one of the panélistes. Je ne sais pas s'il sera directement sur place ou pas. Il y a des années où il est sur place, d'autres qui... Mais en général, il est invité d'honneur tous les ans. Il n'en sort pas quelque chose d'incroyable. On va dire qu'il va plutôt... Pas nécessairement dire des choses sur les États-Unis, mais plutôt sur la zone mondiale dans son ensemble. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une surprise et de 2-3 mots de Powell qui éventuellement fassent modifier un petit peu le sondage du CME qui, je le répète, en ce moment est plutôt dans cette idée que 21% du marché pense que Powell fera une baisse sur le prochain meeting au niveau du 30 juillet, et ce sondage qui nous dit également que pour le moment le marché pense que Powell va maintenir les taux à l'endroit où ils sont à ce stade-là. Qu'est-ce qui pourrait changer un petit peu ces choses-là ? Tout simplement des infos sur l'emploi hein, qu'on va avoir demain avec le rapport ADP. Le rapport ADP, c'est un sondage. Vous avez X milliers d'agents qui vont appeler X milliers de DRH. Ils vont leur dire, est-ce que vous avez embauché ce mois-ci ?
Le DRH va dire oui, non, et du coup le rapport ADP va en sortir une tendance. Cette tendance finalement gagne un jour sur le vrai rapport sur l'emploi. Le rapport ADP est toujours 1 ou 2 jours avant le vrai rapport sur l'emploi. Le vrai rapport sur l'emploi qui est officiel, qui est sorti par le BLS, si je ne me trompe pas, le Bureau Labor of Statistics, bls.gov, et qui lui vous donne le taux de chômage du mois. Ok. En ce moment, on en a parlé hier, mais il y a un taux de chômage qui est, si je ne me trompe pas, à 4,2. Le consensus se trouve à 4,3, donc sur une légère augmentation du chômage. Personnellement, je pense que il peut être intéressant qu'on soit légèrement au-dessus, d'accord? Ça serait une bonne chose qu'on soit au-dessus du consensus. Donc 4-4 correspondrait pour moi à un pivot obligatoire pour Powell, voire 4-5, ça serait fantastique. Je ne souhaite pas que le chômage augmente, bien sûr, évidemment. Enfin, si je le souhaite, parce que de toute façon, encore une fois, je fonctionne pour la République de chez moi. Si le chômage augmente, c'est très bien pour mes investissements. Et donc, du coup, oui, je le souhaite. Surtout qu'on parle des États-Unis, donc pas forcément de gros problèmes de ce côté-là. Ethereum, Bitcoin, plus de liquidation sur Ethereum que sur Bitcoin. Ça fait plusieurs jours que ça dure cette histoire. 200 millions de liquidés sur les dernières 24 heures, 120 millions en long, 80 millions en short. On a eu une séquence assez baissière et pourtant vous voyez qu'on liquide plus de long que de short, mais pas de beaucoup. D'accord, donc c'est intéressant. C'est que le marché est assez shorter en ce moment. À voir en tout cas. Derrière, on voit que la map est plutôt verte, très légèrement. Axé sur le rouge, sur certaines des zones, notamment XRP qui a probablement cassé un petit peu une poche de liquidité vers le haut, une poche de liquidité shorteuse. Ici, là où c'est intéressant, c'est que le funding est en négatif, alors que vous voyez qu'on n'a pas, là, vous aviez un funding qui était négatif, j'ai un prix qui a augmenté, mais j'ai un funding qui est redevenu négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire sur toute la montée, y compris dans l'augmentation d'open interest, j'ai eu plutôt du shorter, d'accord? Donc ça vous dit, d'une certaine manière, ouais, il y a un point là qui commence à devenir quand même assez important sous les 104, hein, en gros, hein, ici, dans la structure, sous les 105, juste en dessous des 105. Mais en même temps, sur toute cette montée, j'ai quand même eu plutôt du shorter et j'ai quand même une augmentation d'open interest ici de 23,5 à 24, un petit milliard en position leveragée. Ça doit faire 200 ou 300 millions à venir prendre si on venait à péter au-dessus de la structure ici et à venir chercher 110. 200-300 millions en short, c'est pas trop mal. En général, je rappelle que le marché est quand même plutôt longué. Je rajoute pas de points parce que pour moi ça va ensemble, hein. Hier on avait fait le point ici et pour moi cette descente correspond, elle est plus abrupte, c'est-à-dire que effectivement c'est assez bizarre, mais vous voyez que même y compris là, quand on était là, d'accord, comment dire, pour le coup, c'est sur cette montée-là qu'on a eu plus de shorts, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais là, on était au même funding, ici, hein, vous le voyez, là, et là, on est au même prix, même funding, donc finalement, on a juste reset l'open interest, c'est le nombre de contrats en circulation, on a juste reset ça, et on est revenu au point 1. Donc sur cette montée, j'ai plus de short que de long, et globalement, par contre, je reviens à la même neutralité, donc je suis bas de range, je suis un funding négatif, c'est exactement comme avant, je ne rajoute pas de points supplémentaires, parce que on est au même endroit, et voilà, j'ai même pas besoin de me loguer du coup, parce qu'on n'a rien changé. Sur iBlock ici, on voit que sur la weekly, notamment en heatmap, on a de la liquidation ici à venir chercher, comme je vous l'ai dit, c'est 65-63. Il n'y a pas de secret ici, sur la 6 jours qui ment rarement, c'est 65-63. Petit manque de liquidité intermédiaire si on devait se relever derrière et venir retaper 109 ou 110. Par contre, pour moi, pas mal de monde à 109 ou 110, notamment depuis ce point-là. Et effectivement, vous voyez que on le voit là, je vous ai parlé là de cette montée, et effectivement, vous voyez qu'on a jauni assez fortement sur la zone, puisqu'on est allé refaire une touchette, mais qu'on s'est fait rejeter. On n'a pas pris les liquidations, on n'a pas vendu, on n'a pas eu cette zone vendeuse au-delà du point supérieur. Sur Ether, et on va regarder que la One Week là ici aussi. C'est 2345, j'en ai parlé déjà en début de vidéo, qui est l'endroit où il y a de la liquidité. Pour le coup, il y a un petit peu de liquidité intermédiaire pour venir faire le lien de là à de là. Très peu de liquidité intermédiaire également si on devait refaire la jonction, hein. Attention à ça. Il semblerait que on soit pas excessivement, en tout cas d'après iBlock, excessivement shorté depuis le dernier top. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Je pense qu'on va directement aller la faire sur le 1 minute puisqu'on a attaqué le 1 heure. On va avoir un petit coup sur le 15. Voilà, sur le 15, ça reste une latéralisation. Vous voyez que je pourrais très bien
pourrais très bien mettre 2 niveaux 15 minutes ici, et puis me dire, bon, bah, l'occasion fait le larron, quand on aura, là j'en ai un, hop, là, comme ça, et on les met en 15, bien sûr, hein, on labelle les niveaux, et puis un truc comme ça, qui serait peut-être plutôt d'1 heure, en haut, on va regarder, hop, hop. Donc là, je me mets en 1 heure hein, pour aller trouver le niveau. C'est pas cool qu'il soit pas qu'on ait clôturé ici au-dessus. On va garder le 4 heures d'en haut, mais voilà, vous avez ce petit 15 minutes ici en bas. Vous avez ce petit 4 heures en haut. Hein, malheureusement, je peux pas trop libeller autre chose. En tout cas, on range entre 106 et 108. Est-ce qu'on va dévier sous le range à minima, on a parlé ici de cette idée d'aller à 105, globalement quelque part par ici. Venir mourir quelque part par là, ou cette idée d'aller sous la structure et de, pour le coup, revenir plutôt aller à 103, donc légèrement en dessous de cette vallée, peut-être légèrement au niveau de cette 6, 103 334. Voilà un peu la box d'achat. Pour le problème, enfin pour le moment, on attendra déjà de perdre ce 15 minutes qui pour le moment est un support pour dire ok on peut éventuellement y aller et voilà attention à une petite déviation qui est un espèce de faux signal, d'accord hein, respectez bien la temporalité. Ici on a un 15 donc c'est une petite UT, ce qui est plutôt une bonne chose, parce qu'en 15 minutes, on a le temps de faire moins de choses qu'en 1 heure, 2 heures, 4 heures, un jour, un mois. Voilà un petit peu l'idée. Personnellement, comment j'aimerais bien voir les choses. Plutôt 105 rebonds, et derrière on casse ce truc-là, mais vraiment sans avoir ce côté, encore une fois, oblique et horizontal en même temps. J'espère que ça va se faire comme ça, parce que je suis plutôt positionné long hein, sur le mouvement actuel. Maintenant, si c'est pas le cas, il y aura des points d'entrée sous les 100 000 $, personnellement, que pour le coup, je vous ai présenté en début de vidéo, et qui correspondent peut-être pas mal à l'histoire. Donc, scénario privilégié en ce qui me concerne, on passe sous la structure ici, encore une fois, bim, bam, boum, et là, on arrive à casser cette distrib. Le juge de paix ici, c'est quand on aura cassé le 4 heures qui est ici. D'accord auquel cas, pour moi, si on casse le 4 heures qui est là, eh ben, on va assez facilement autour des 114 115 000 $. On vient chercher tous les traders de position qui étaient short sur les 3 derniers mois. D'accord hein, c'est ce qu'on a montré également dans la vidéo d'hier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On se retrouve demain pour une nouvelle. Pour ceux qui sont... non, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. D'ailleurs, je vais répondre d'ailleurs à tous les commentaires dans la foulée. Allez, les œufs du matin, plutôt œufs à la coque ou plutôt œufs au plat. Personnellement plutôt œufs au plat, mais en ce moment mes gamins sont plutôt œufs à la coque, donc du coup je leur fais ce qu'on appelle des mouillettes. Je sais pas si vous utilisez ce terme ou si c'est juste un terme familial, mais les mouillettes c'est tout simplement cette petite tranche de pain découpée savamment pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur de l'œuf, venir percer le jaune sur lequel vous aurez mis un tout petit peu de sel juste avant, et elle-même est tartinée de beurre, ce qui donne un super goût. Et bien sûr, c'est les mouillettes dans les œufs à la coque. Mes enfants, en ce moment, sont tous les matins, ils en demandent. Et voilà, moi plutôt œufs au plat, je les jette comme ça, blam, bim. J'en fais pas tous les jours, mais presque. Voilà, comme ça, vous connaissez ma vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.